So, und dann 51 haben wir ja einen Zug überfallen, der vordere Panzerwagen. En 51, on a attaqué un train. Le wagon blindé de tête avait un Beaufort, un canon à tir rapide de 37 mm. C'était lui notre objectif. On voulait cette pièce et ses munitions. Un jour auparavant, les Viettes avaient disposé dans la forêt tout autour des milliers de personnes, des femmes, tout ce qui pouvait porter une charge. Nous, on était à 4 et on a démonté la tourelle et le canon. Pendant ce temps, ils sont arrivés comme des fourmis, chacun sachant précisément d'avance ce qu'il avait à faire, vers quel wagon il devait aller, et en un rien de temps, le train était vide. Avec le matériel saisi, on crée des fabriques de munitions dans les montagnes. Grâce aux Allemands, l'armée de paysans devient une troupe bien organisée. En 1950, Mao Tse-tung instaure un régime communiste en Chine et accroît l'aide aux camarades vietnamiens. Des troupes et du matériel affluent à travers la frontière. Les Allemands donnaient un coup de pouce, c'est maintenant la Chine qui donne un coup de main. Le Viet Minh a désormais pour instructeur des conseillers militaires chinois. C'est la naissance d'une armée puissante. Jusque-là, les États-Unis avaient soutenu la lutte du Vietnam pour son indépendance. Mais à présent, craignant une hégémonie communiste en Asie du Sud-Est, la superpuissance se range aux côtés des Français et prend en charge 78% des frais de la guerre. Le vice-président Richard Nixon, qui sera plus tard responsable de l'escalade au Vietnam, se rend en Indochine. L'idéologie de la guerre froide gagne le pays. La guerre coloniale est proclamée guerre défensive contre l'agression communiste. Les embuscades se multiplient et en représailles, les massacres succèdent aux massacres. Les interrogatoires des anciens légionnaires abondent en récits d'ordres arbitraires et de violences atroces qui n'ont jamais fait l'objet d'enquêtes. Un ordre était un ordre chez les nazis. Et pour moi, à la Légion, c'était la même chose. C'est peut-être une faute. Je n'ai jamais réfléchi à ce que je faisais en Indochine. Dans un compte-rendu d'interrogatoire, on peut lire « L'ordre était de raser le village. Les légionnaires devaient abattre tout ce qu'ils rencontraient. Bilan, 5000 morts. » Quelle que soit l'armée considérée, je n'admets pas qu'un soldat dise ensuite « C'était les ordres, je ne pouvais pas faire autrement ». Personnellement, je n'admets pas ça, parce que j'ai vécu ce genre de situation. Bon, c'est vrai qu'on s'attire des ennuis, de très graves ennuis, qui peuvent aller jusqu'à la prison. Mais on peut refuser d'obéir. Il y avait eu une fusillade et on a mis le feu partout. Au Tonkin, c'était normal. Quand nous sommes revenus, mon capitaine m'a dit « Va voir dans la maison d'où est parti le signal ». Je n'ai vu personne et j'ai mis le feu là aussi. Dans les dossiers, on lit ceci. Après l'assassinat du gouverneur de Saïgon par des partisans vietnamiens, 2 gros villages ont été en représailles entièrement incendiés. Les femmes et les enfants ayant été enfermés dans les habitations. Les hommes et les adolescents ont été regroupés et on leur a tranché la tête. Le caporal Rhodes s'est distingué. Il a été exemplaire dans ce type d'exécution.
Les officiers ont donné une prime par tête aux légionnaires. On avait pris un nid de rebelles. J'ai trouvé et gardé ces photos en guise de butin. Je les connais pas, ce sont les rebelles. Les têtes ont été chargées dans un véhicule et jetées dans le Mékong. Les corps sans tête sont restés sur la place du marché. Dans un autre cas, on a arrosé les prisonniers d'essence et on y a mis le feu. Ou bien on a versé l'essence sur le sol et on y a poussé les prisonniers. On était en opération et des copains sont allés nager. Mais ils ne revenaient pas. On y est allé et on n'a vu que du sang. Ils avaient complètement disparu. Ensuite, on les a retrouvés dans des buissons, le sexe tranché, les yeux crevés et le sexe dans la bouche. Moi, je gardais toujours 3 cartouches en réserve. Jamais je me serais laissé faire prisonnier. On nous disait que tous ceux qui venaient de pays démocratiques pourraient rentrer chez eux. Puis un avis est arrivé. On nous a tous expédiés vers Phong Cao Phi au Nord-Vietnam. Il a fallu y aller à pied et en faisant des détours parce que les Français occupaient tout. Ça faisait environ 300 kilomètres. Après quelques semaines, ça a été le convoi du Vietnam vers la Chine. On est parti en août et arrivé en octobre. Chez les Chinois, on a été reçus très amicalement. Enfin, officiellement. En fait, ils n'aimaient guère les Européens, les Allemands. Ils disaient « Kopitse Pao », les longs nez pas bons. Aux yeux des maoïstes chinois, les déserteurs allemands sont suspects. À l'initiative du gouvernement est-allemand, un premier rapatriement est organisé au début de 1951. Il y en aura 7 au total. Des conseillers politiques accompagnent les rapatriés à partir de Moscou, afin que puisse être entrepris un travail préparatoire sur chaque légionnaire. On a débarqué à Francfort-sur-l'Oder et on a franchi le pont. Des jeunes nous attendaient avec fanfare et trompette. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Revoilà les jeunesses hitlériennes. Je ne savais pas ce que c'était. Je m'étais engagé dans la Légion en 1948. Et puis j'ai vu FDJ, Jeunesse allemande libre. Ah bon?